Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anne-Sophie Richard. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Marine. Je suis particulièrement contente parce que j'avais dû un peu batailler pour que tu acceptes, parce que tu es quelqu'un de discret et que c'est pas forcément simple de venir parler de son parcours professionnel à un micro. Donc merci d'avoir finalement accepté. Anne-Sophie, t'es sortie d'Alfort en 2013. C'est comme ça qu'on se connaît. T'as pas mal travaillé pendant tes études. T'as été ASV, puis t'as été vétérinaire quand t'as eu ta carte verte. T'as aussi été pigiste pour le point vétérinaire. J'en profite pour dire que tu es pigiste pour Thémavet aujourd'hui. T'es une de nos autrices régulières et nos auditeurs peuvent retrouver tes articles sur le site de presse. Tu débutes ensuite ta carrière dans l'Est de la France avec 2 premiers postes en canine, un avec un tout petit peu d'équine sur les 2, je crois. Puis avec ton mari, vous décidez de partir au Cambodge où tu trouveras un poste en canine, plus ou moins singe, oiseau et éléphant si j'ai bien compris. 2 ans plus tard, vous enchaînerez sur Rome. Alors Rome, grande aventure, tu parles pas un mot d'italien, tu accouches de ta première fille à peine arrivée et un peu en avance. C'est un poste en canine sans parler italien, je le rappelle, et finalement le Covid. Donc en 2021, vous revenez en France, posez vos valises en Bretagne, à Lannion, et tu travailles aujourd'hui en canine, pas très loin de chez toi. Au milieu de tout ça, tu as aussi validé un CES d'hématobioche, ce qui a pris pas mal de temps, tu nous raconteras. Et évidemment, tu es une passionnée de voyage, du coup, je compte sur toi pour nous emmener au plus près de l'art de vivre cambodgien et italien, et évidemment de l'art vétérinaire aussi. On décolle ? C'est parti. Alors la première question que tout le monde connaît maintenant, puisqu'on est à la fin de la saison 1, c'est pourquoi vétérinaire ? Alors, du coup, quand j'étais petite, je ne voulais pas être vétérinaire. Je voulais m'occuper des dauphins parce que j'étais une passionnée de dauphins. Et donc, je voulais être, du coup, biologiste marin. On m'avait dit: «Tu travailles très bien à l'école et pour être biologiste, choisis la voie royale qui est d'être vétérinaire» et donc du coup, c'est comme ça que je suis devenue vétérinaire. Alors, quand on a préparé cette interview, tu m'as écrit « Être vétérinaire est en fait juste un prétexte pour aider les êtres humains tout autant que les animaux ». Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu as pris conscience jeune, que la partie avec les êtres humains dans ce métier-là, elle t'intéressait? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu analyses aujourd'hui rétrospectivement? Non, c'est quelque chose que, oui, j'analyse maintenant. Je pense que, voilà, on fait tous, veto pour les animaux et puis on découvre ensuite les gens qu'il y a derrière et puis moi, contrairement à beaucoup, en fait, c'est ce qui me plaît dans le métier. J'aime beaucoup les gens, j'aime la médecine et entre autres, j'aime les animaux. Mais voilà, c'est pas, ma raison première, quoi. Ouais, d'accord. Non, c'est intéressant parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui donnent cette analyse-là. C'est plutôt des gens qui s'aperçoivent après qu'en fait, il y a une grosse valence humaine dans le métier et qu'ils n'avaient pas forcément escompté au début, quoi. Du coup, après, tu choisis l'ENVA comme école. Pourquoi tu fais ce choix? Alors du coup, moi je viens de l'Est, j'ai fait ma prépa à Reims parce que je voulais être au plus proche, de chez moi, et donc le NVA c'est Paris, donc c'est à la fois assez proche de chez moi et Paris c'est toujours une ville qui m'a fait rêver. Je me souviens quand j'étais petite, on pensait que toutes les choses un peu nouvelles, un peu extraordinaires, ça venait d'abord, des États-Unis, ensuite ça arrivait à Paris et ensuite ça arrivait dans les Ardennes où je suis née. Ouais. Donc C'est plaisir du coup à la parisienne que je suis, donc pour moi, Paris, c'est les étoiles dans les yeux et encore maintenant, quand j'y vais, ça me fait toujours rêver, quoi. OK, et qu'est-ce que tu gardes de ces années d'études? Je garde que des bons souvenirs. Effectivement, il y avait les études qui étaient, intéressantes, mais qui étaient là pour le coup aussi un prétexte pour, vivre à Paris,
du coup découvrir, la ville, la vie parisienne, les expos, les musées, ouais, la ville en elle-même, les sorties avec les amis. Enfin, ça a été vraiment, à la fois une vie un peu parisienne et aussi, une vie, alforienne parce que, j'ai beaucoup aimé aussi la confraternité et un peu le cocon dans lequel on vivait. Donc, je me sentais à la fois, bien protégée dans mon cocon avec mes amis et en même temps, c'était, la capitale à côté quoi, donc, il y avait tout. C'était parfait. Tu en gardes un bon souvenir, en fait, finalement? Ah ouais, moi je pense que enfin encore aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure période, pour habiter à Paris quoi. Enfin, c'est toujours un rêve pour moi d'habiter un jour à Paris, dans ma vie. Enfin, c'était un rêve qui a été réalisé et la période, étudiante, c'était la meilleure. Ouais, OK. Et du coup, tu fais le choix de pas mal travailler pendant tes études, en tant qu'ASV d'abord, puis, tu fais de la pige pour le point veto. Comment ça se met en place tout ça? Bah, les petits boulots à côté, c'est du bouche à oreille. Ça me faisait un peu d'argent de poche. Moi, j'ai fait un prêt étudiant pour faire mes études, donc D'accord. ça me permettait aussi de mettre du beurre dans les épinards et puis ça mettait un petit peu un pied, dans la vie, pratique et puis, pigiste pour le point veto, ça s'est fait aussi un peu, par le bouche à oreille. Moi, j'aimais bien écrire et du coup, c'était un peu une façon d'écrire mais ouais, adressé quand même dans le milieu veto, quoi. Donc voilà, c'est venu, c'était des occasions, quoi, qui se sont présentées à moi. Ouais, d'accord. Et donc tu termines ton cursus, vétérinaire, à l'école et tu entres dans la vie active. Comment tu fais cette première recherche, d'emploi? Quelles sont tes attentes à ce moment-là? Alors aucune. En fait, je C'est sais pas clair au si moins. non, mais disons que là, maintenant, on sait que le marché du monde vétérinaire est plutôt en faveur, de ceux qui cherchent, enfin ceux qui cherchent à être employés, donc les futurs vétérinaires, ils ont vraiment l'embarras du choix. Moi, je me souviens pas qu'à l'époque, il y a Ouais. 10 ans où je suis sortie, que c'était déjà comme ça et moi, j'avais un énorme complexe, de la personne qui a pas du tout d'expérience. Donc en fait, déjà, j'avais Oh, c'est effectivement rare aussi ça pourtant. bah, je sais pas si maintenant si c'est autant Alors développé, je mais sais pas, mais je me rappelle que enfin, moi j'ai ressenti la même chose. C'est vrai que quand tu arrives avec ton CV vide, bah, c'est ça. et puis nous on n'avait pas effectivement le marché du travail en notre faveur. Ça, je te rejoins. Je suis sortie 2 ans avant toi, c'était pareil. On n'avait pas l'embarras du choix. Ça allait, mais c'était pas non plus comme aujourd'hui, quoi. Exactement et du coup, moi, j'avais vraiment aussi la pression de rembourser mon prêt parce que j'avais vraiment envie de me débarrasser de ce truc. Donc je voulais bosser vite et en fait, moi, je me souviens, je cherchais des boulots et en fait, je m'excusais presque d'être débutante et si on acceptait même de m'avoir, du coup en entretien d'embauche alors que j'étais débutante, limite je remerciais, quoi et donc Ouais. en fait, j'ai cherché dans tous les sens. J'ai cherché dans le sud, j'ai cherché dans l'est alors que je voulais pas du tout aller dans le sud. Je me souviens, j'avais postulé pour un poste vraiment dans le sud-sud et il m'avait dit: «Mais tu vas pas venir faire une période d'essai, enfin te déplacer, enfin faire tous ces kilomètres juste pour une période d'essai alors que si ça se trouve tu vas pas être prise, quoi». Donc voilà, ouais, j'ai cherché un peu dans tous les sens et il se trouve qu'après j'ai vu ce poste-là à Nancy. C'était dans l'est, c'était une ville que je connaissais un petit peu et puis le poste était assez, tentant. Il y avait pas de garde. C'était une jeune véto, qui me proposait enfin qui que ça avait pas l'air de déranger que je sois débutante et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ce boulot. Mais c'était vraiment, Vous ouais, étiez que c'était 2 pas vétos du coup? ouais, j'ai souvent été que seule avec ma patronne d'ailleurs. Enfin, j'ai souvent eu des patronnes et j'ai souvent été seule avec elle. Et qu'est-ce que tu tires de cette première expérience? Je retire, beaucoup de stress quand même parce que, c'était quelqu'un d'assez exigeant et moi aussi je suis assez exigeante envers moi-même. Donc je me souviens que je prenais quand même beaucoup les remarques, très personnellement. Donc c'était énormément de stress, enfin je me suis pas sentie, finalement très, très bien là-bas et j'ai, je pense, appris, là-bas alors c'était un cabinet de ville, je faisais que des chiens et des chats. Elle faisait pas beaucoup de chirurgie, elle hospitalisait pas beaucoup donc c'était d'une part assez confortable mais j'avais l'impression de pas maîtriser complètement non plus, ce qu'on aurait pu me demander dans un autre poste. Donc ça a pas été mon meilleur poste.
Ouais, ça n'a pas été une expérience qui t'a aidé après par la suite à prendre confiance en toi, etc. Ça a été plutôt compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Et je dirais que c'est mon deuxième poste qui m'a plutôt un peu aidé à prendre confiance en moi, parce que là, pour le coup, c'était dans les Vosges, donc pas très loin, mais c'était une clinique mixte. Et on faisait tout. On faisait absolument tout là-bas. Et il y avait un rythme assez important. Ma patronne était quelqu'un aussi d'assez exigeant, mais d'assez pointu dans tout ce qu'elle faisait. Et du coup, là-bas, j'ai énormément appris. Et je garde encore des choses comme ça enfin, je garde des phrases qu'elle me disait, je garde des réflexes qu'elle avait. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vraiment grandi beaucoup dans cette deuxième clinique plus que dans la première. Et tu t'es mis à faire un peu d'équine aussi sur ce deuxième poste. Ouais, alors un peu obligée dans le sens où moi j'aime bien les chevaux. Hein. J'ai fait même partie de l'AVEF junior quand j'étais à l'école, parce que j'aurais bien voulu, en tout cas au début, faire de l'équine. Mais j'en ai pas fait et je trouve ça compliqué d'en faire, parce que moi j'ai vraiment un problème avec le fait de faire à la fois des petits animaux et des grands animaux. Je trouve que c'est vraiment une façon tellement différente de travailler, de réfléchir, de mettre en place les traitements, etc., que j'ai vraiment du mal à faire ça, quoi. J'ai du mal à faire les deux. Et donc, du coup, bon, il se trouve qu'elle faisait de la petite équine, dans le sens où c'était un peu de la bobologie, des vaccins, et du coup, ça m'allait bien. Mais ma hantise était de tomber sur une bonne vieille colique qu'il fallait perfuser ou même, je me souviens, il y a une fois où j'avais dû, enfin, j'aurais pu en fait euthanasier un cheval à cause d'une fourbure qui n'en finissait pas, et enfin, j'étais en panique, quoi. Je me dis: «Mais comment j'euthanasie un cheval, quoi?» Un truc aussi gros. Bah ouais, et puis j'ai jamais vu, donc je sais pas du tout. Enfin, ça va tomber d'un coup. Comment faire pour ne pas me faire écraser par ce cheval? En plus, c'était des petits pépés trop gentils avec leur vieux cheval. J'avais pas du tout envie que ça soit traumatisant pour eux, quoi. Donc, et pas pour moi non plus. Donc, ouais, c'était une partie à la fois marrante et à la fois, je suis contente que ça soit ça soit terminé. J'étais pas du tout compétente. Et ces 2 postes, c'est à peu près quoi, 3 ans, quelque chose comme ça? Alors, c'est un peu plus d'1 an et demi à chaque fois. Moi, j'ai fait vraiment des petites périodes courtes. Oui, donc les 2, c'est ce que je disais. Ouais, les 2 cumulés, Ouais. c'est à peu Ah près oui, c'est ça, 2, oui, 3 ans, quoi. exactement, ouais, tout à fait. OK. Et alors finalement, comment vous arrivez au Cambodge? Puisque l'expérience d'après, on est d'accord, ça C'est le sans Cambodge. transition, c'est les Vosges, le Cambodge. C'est ça. Bah, ça a été un peu, c'est marrant parce que ça a été la croisée de plein de chemins différents. Bon, il se trouve que dans les Vosges, du coup, on n'était pas au mieux avec Étienne, donc qui est devenu mon mari, dans le sens où Qui est on est vétérinaire aussi. voilà, et lui, c'était son premier poste aussi là-bas, dans une super clinique qu'il a adoré. Mais du coup, lui, il était très stressé quand même par son boulot. Je crois qu'il sentait que c'était pas tout à fait fait pour lui, qu'il avait besoin d'autre chose, et donc mais il savait pas quoi. Donc lui, il était déjà un peu perdu. Moi, j'étais un peu quand même mise sous pression aussi avec ce boulot qui était à la fois très challenging, tu vois? J'apprenais plein de choses, mais en même temps, j'étais toujours un peu stressée, les gardes avec les chasseurs, enfin voilà, c'est ce genre de clinique où tu peux pas référer, quoi. Donc tu fais tout, quoi. Tu fais une splénectomie en urgence entre 2 vaccins, tu vas aller identifier des ânes, tu reviens, ouais, tu as une plaie de chasse, enfin c'est un peu, enfin quand tu as un peu le syndrome de l'imposteur, c'est l'enfer, quoi, parce que tu te sens nul partout, quoi, et tu fais trop de choses. Et donc du coup, on n'était pas super bien dans nos boulots. Enfin, en tout cas, on était trop stressés. On était dans la montagne et nous, c'est pas vraiment notre domaine, quoi. On skie pas, donc Oui, c'était on pas s'est du tout une région, dont vous étiez non, originaires, l'un ou voilà, l'autre, quoi. on n'avait pas forcément beaucoup d'amis dans la région. On était un peu isolés, et donc du coup, on avait tous les 2 envie d'ailleurs. Donc c'était marrant, tous les dimanches matins, je me souviens, on brunchait et on se mettait devant l'ordi et on regardait les annonces sur le point veto. À la base, VetoJob, Temavette, tout ça, ça n'existait pas. Donc on regardait les annonces sur le point veto en mettant dom-tom étranger. Ah oui, une vraie envie d'ailleurs, quoi. Ouais, on avait envie d'ailleurs, on avait envie de soleil, et du coup, on s'est dit: «Vas-y, on regarde». Mais on regardait ça comme ça, on n'avait pas forcément de projet, et moi, un matin, je tombe sur une annonce, veto, un veto français qui met une annonce pour un job de veto canin au Cambodge. Truc de fou, quoi. Donc mes yeux s'illuminent, forcément, parce qu'en plus, moi, je suis très attirée par l'Asie.
Donc mon mari est moitié thaï, moitié français, donc du coup, on connaît bien la Thaïlande et moi, l'Asie, ça me fait rêver, quoi. Et l'étranger, enfin, j'ai toujours rêvé de vivre, à l'étranger, d'apprendre une autre culture. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi et je sais pas pourquoi. Et donc je vois Cambodge, je me dis: «Génial», je me dis: «C'est dingue» et là, gros syndrome de l'imposteur qui recommence. Je me dis: «Mais jamais il voudrait quelqu'un comme moi. Je suis vraiment une petite véto de campagne, qui est même pas très autonome dans mes chirurgies», et je sais pas pourquoi je me dis: «Bah, je vais lui écrire et je vais lui envoyer mon CV et je vais lui demander si, bon, lui dire que je suis pas libre, mais qu'éventuellement, est-ce que mon profil pourrait convenir, quoi?» Je lui écris et là, je reçois une réponse, bah, quasiment directement, au regard du décalage horaire, tu vois? Et je tombe sur Arnaud, trop sympa, qui me dit: «Mais carrément, mais ton profil, il est top, viens quand tu veux», et je lui dis: «Bah, là, non, je peux pas, mais c'est cool, je suis contente, enfin, ça pourquoi pas, quoi, un jour». Et depuis ce moment-là, régulièrement, genre, je sais pas, tous les 6 mois, on s'envoyait des messages genre, «Bah, tu es dispo là?» «Ah non, je suis pas dispo». «Bah, peut-être, dans 6 mois», et on s'envoyait des petits messages comme ça, tu vois? On se suivait un peu. En parallèle, du coup, Étienne, du coup, se dit, il se dit: «Il me faut autre chose», donc il cherche un peu ce qu'il botterait et il tombe sur un master, d'épidémiologie des maladies tropicales et il se dit: «Bah, banco, j'ai qu'à faire épidémiologiste, comme ça va nous faire voyager». Enfin, voilà. Donc il pose sa dème, et puis il part 2 mois à Toulouse, puis 2 mois à Montpellier et ensuite il a un stage de 6 mois à faire et ensuite il valide son master. Et pour valider son stage, il cherche du coup, bah, un stage en épidémio, des maladies tropicales et il se rend compte qu'il y a l'Institut Pasteur au Cambodge. Et là, il se dit: Banco. «Ah ah! Les étoiles s'alignent. Moi, j'ai un job au Cambodge». Alors que bon, pas du tout, mais bon, on se dit: «Bah, pourquoi pas?» Donc du coup, il contacte l'Institut Pasteur. Je crois qu'il fallait en parallèle qu'il chope enfin, l'Institut Pasteur voulait bien le recevoir en tant que boursier, mais en tant que stagiaire, mais il fallait qu'il soit boursier. Donc il fait un dossier pour une bourse, je ne sais plus laquelle. Je ne sais pas comment il la décroche et mais ça, tout ça, on le sait vraiment, tu vois, on doit partir normalement en janvier, enfin, il doit commencer son stage en janvier. Nous, on commence à se chauffer pour le Cambodge, il doit être octobre, mais moi, en même temps, je dois poser ma démission et je sais pas si, il va être pris au Cambodge et je sais pas si moi, vraiment, je vais être prise là-bas, tu vois? Et c'est ça, ça m'a vachement guérie sur mon côté, pareil, j'avais pas beaucoup confiance en l'avenir, mais à partir de ce moment-là, j'étais très confiante sur l'idée qu'on avait une petite étoile quelque part qui alignait tout bien comme il faut et que tout se passait toujours bien quand on y croyait, tu vois? Et donc du coup, je pose ma dème et peut-être un mois avant de partir, la bourse dit oui, l'Institut du Pasteur du Cambodge dit oui et je recontacte Arnaud et il me dit: «J'ai pas de poste pour toi, mais viens quand même, on s'en fiche, je te trouverai de la place». Donc, Dingue. du coup, on se dit: «Bah ouais, OK, ça marche». C'est comme ça que la folle aventure commence, quoi. Ouais, 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 mais ça a été que des petits trucs comme ça, que des petits détails, où on a eu trop de bol. À chaque fois, on se lançait, en fait, on parie, tu vois? On se dit: «Ça va passer, ça va passer, ça va passer» et au final, tout s'aligne, tout passe et on était hyper heureux, quoi. Donc on part au Cambodge, alors qu'on n'a jamais, été au Cambodge, ni lui ni moi, qu'on n'a aucune idée de comment c'est, je savais même pas le nom de la capitale et qu'on finit par regarder, du coup, ces fameux dimanches matins, des Google View, des Google Earth des rues de Phnom Penh. On se dit: «Ah ouais, ça ressemble à ça, du coup. OK. Bon, bah, très bien, allons-y». Et toi, d'un point de vue diplôme, pas de problème, un diplôme français là-bas pour exercer en tant que vétérinaire? Non, là-bas, il y a pas du tout d'ordre. D'ailleurs, c'est problématique parce que donc, il y a peu de vétos, hein, enfin, il y a les vétos cambodgiens, mais qui sont vraiment pas du tout, des vétos, comme nous, on peut l'entendre. C'est un peu des techniciens et ils font beaucoup de médecine empirique. C'est-à-dire qu'ils apprennent pas vraiment comment tout fonctionne et pourquoi on fait tel traitement. Ils font des traitements en fonction des symptômes Mmh. sans vraiment penser à pourquoi on doit le faire et ce que ça soigne. Donc voilà, et en tant que véto, on va dire, occidentaux, historiquement, il y a Arnaud, qui est à Phnom Penh. Ensuite, il y a une jeune Anglaise qui a débarqué, peu avant mon arrivée et qui a monté une clinique.
Et puis globalement, c'est tout parce que les autres, il y a une veto, je dis entre guillemets russe, parce que c'est en fait une Russe passionnée des animaux qui a monté une clinique, mais qui est pas du tout veto, mais qui se prétend veto et qui du coup fait des consultations là-bas. Et puis il Oui, y a en une fait, tu peux sans diplôme là-bas ah ouais, être installé en tant que veto, c'est pas réglementé, quoi. pas du tout. Et pareil à Siem Reap, du coup, qui est la deuxième grande ville du Cambodge, qui est tout au nord, c'est la ville des temples d'Angkor. Il y avait pas de veto, donc il y a une infirmière australienne qui s'est mise là-bas parce qu'il y a beaucoup, en fait, quand même beaucoup d'étrangers là-bas, énormément, parce qu'il y a beaucoup d'ONG suite à la guerre du coup qu'il y a eu au Cambodge et qui sont jamais repartis. Donc il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Japonais, enfin beaucoup D'accord. d'Australiens, et du coup qui attendent d'avoir des services un peu classiques. Et en fait, ils tombent soit sur des faux vétos, soit sur Arnaud. Voilà, c'est le seul. Enfin à l'époque, en tout cas, c'était le seul. Pendant longtemps, ça a été le seul veto valable. Et puis après, il y a eu quand même l'anglaise qui est arrivée et qui a monté sa boîte. D'accord, et alors du coup, Arnaud, qui avait pas de place pour toi, comment ça se passe une fois que tu arrives? Bah, Arnaud, alors, déjà veto, un peu à l'ancienne, tu vois? Veto, français, la cinquantaine, ultra confraternel. Du coup, trop content de trouver, de la chair fraîche pour le Cambodge parce que bon, voilà, du coup, pas réglementé. Du coup, bah, ouais, c'est vraiment un boulot, enfin, tu pas du tout protégé, quoi. T'as rien du tout, tu pas d'assurance. Si toi, t'en prends pas une, tu payé au black, tout Ah ouais, est comme ça. Ouais, ouais, c'est vraiment, un autre monde, quoi. ah ouais, La c'est convention collective née ah bah, que on dalle, rien du l'oublie. tout. Ils te payent en cash au black. Tu reviens le Tu mets 1er du ça mois avec sous ta ton liasse de matelas. billets. Ben ouais, non mais tu rigoles, mais en plus, du coup là-bas c'est en moto et donc tu te fais souvent voler, enfin en tout cas il faut pas que tu te fasses voler des trucs en moto, tu as souvent des vols à l'arraché. Et donc moi quand je revenais avec ma petite liasse de dollars, je les planquais sur moi, genre dans mon soutif quoi. Genre je rentrais comme ça en moto chez moi avec ma petite liasse de dollars que je planquais dans mon armoire. C'est donc, dingue. donc voilà, lui, il me voit arriver. Alors du coup, les gens restent pas très longtemps au Cambodge. Donc du coup, souvent il y a un gros turnover. Puis parce que la vie au Cambodge, c'est une vie un peu particulière. Donc généralement, t'y restes 1, 2 ans, peut-être 3. Et puis après, soit tu t'installes définitivement, soit tu pars parce que il y a quand même, enfin c'est une vie un peu à part. Et lui, C'est-à-dire, du coup? bah, c'est une vie, enfin, c'est déjà une vie un peu, j'allais dire difficile, mais en fait, moi, j'ai pas du tout trouvé cette vie-là difficile, mais c'est un autre monde. Enfin, Tu veux il y a dire pour aucun un repère. occidental, Ouais, c'est c'est ça. c'est un choc des cultures qui est dingue, en fait. Ah bah, complètement. Ta vie quotidienne, ça n'a rien à voir. Et donc du coup, c'est difficile aussi, par exemple, enfin, avec le recul, c'est difficile d'élever des enfants là-bas. Enfin, en tout cas, pas du tout selon les standards européens. Tu dirais ça à Arnaud, il me dirait mais pas du tout. C'est genre l'endroit le plus simple pour élever les enfants parce que forcément, tu as plein d'aides et puis parce que les gens adorent les enfants, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau santé, c'est compliqué. Au niveau éducation, c'est compliqué. Même, tu vois, aller dans un supermarché, ça n'existe pas là-bas. Je sais pas, tu veux un clou, par exemple. Tu peux pas aller chez Monsieur Bricolage, tu vois. Tu trouves la petite boutique. C'est que plein de petites boutiques. C'est vraiment, ouais, c'est un autre monde. Et puis le temps est différent aussi là-bas. Enfin, genre les gens. L'avantage, c'est un peu que c'est une bulle où les gens sont pas du tout exigeants avec toi, mais toi, tu dois pas du tout l'être avec eux non plus, quoi. Ouais. C'est Mmh. tout est Oui, c'est un autre paradigme, tout simplement, auquel nous, on n'est pas habitués, quoi. ouais. Et donc soit tu adhères complètement au truc, soit tu pètes un plomb, quoi. T'en as ras-le-bol que en fait, en plus, les Cambodgiens, c'est vraiment des esprits à l'asiatique, si tu veux. Tu peux pas, si t'es pas content de quelque chose, déjà, ils s'énervent pas parce qu'ils perdent pas la face. Donc, tu as l'impression qu'ils s'en fichent de toi et qu'ils s'en fichent que tu sois mécontent de quelque chose. Et du coup, ça peut vraiment te faire vriller. Enfin, Étienne, qui est du coup moitié thaï, lui, je me souviens qu'il était comme un poisson dans l'eau là-bas. Mais moi, des fois, j'avais envie de les taper, quoi. Je me disais: «Mais c'est pas possible!» Enfin, genre, enfin, sois là, sois présent, comprends ma colère. Enfin, genre,
communique avec moi et en fait non, tu vois, il fuit un peu. En tout cas en tant qu'occidentaux, t'as l'impression qu'il fuit, donc c'est compliqué. Oui, c'est parce parfois. qu'on n'a pas la même grille de lecture, mais c'est Ah marrant ouais, parce pas qu'il du y a tout. pas très longtemps, on était à un mariage en Afrique, en Côte d'Ivoire, et en fait, on a rencontré plein d'expats, et pourtant c'est pas du tout géographiquement, c'est pas du tout le même endroit. Ils racontent exactement la même chose que toi, parce qu'en fait, à un moment, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes grilles Ah de ouais. lecture, donc à un moment, quand on discute, il y a des espèces de zones où faut s'ajuster, quoi. Ah ouais, et c'est vraiment hyper dur. Enfin, ça t'apprend beaucoup sur toi aussi, hein, mais du coup, ouais, il y a un gros turnover. Donc en fait, pour revenir à ta question, quand il me voit arriver, il me dit cool, parce que il sait très bien. Là, son équipe est pleine. Je crois que quand j'arrive, il y a 2 vétos. Donc il y a lui et 2 vétos, une Allemande et une Française. Et il me dit non, mais t'inquiète, on va te trouver un boulot, on va te trouver un carton au début. Donc il me dit on te trouve un carton. Moi j'ai fait OK. Et puis très rapidement l'Allemande est partie parce qu'en fait pour le coup elle qui était hyper carrée, elle acceptait pas trop le flou cambodgien / français / Oui, parce que pour un Allemand, déjà, peut-être, les Français sont déjà c'est pas trop ça. rigoureux. C'est clair. Donc du coup elle est vite allée chez l'anglaise là pour le coup qui était beaucoup plus carrée. Et du coup, elle m'a laissé sa place. Donc, du coup, après, j'ai eu un 3/4 temps. Et après, la française est partie. Et là, Arnaud m'a proposé un temps plein. Et je lui ai dit non, je préfère un 3/4 temps. Comme ça, je vais pouvoir voyager. Du coup, rapidement, j'ai fait mon trou là-bas, quoi. Mais lui, à la base, en plus, il voulait que je reste au minimum 2 ans. Parce qu'il avait raison. Mais en gros, il me disait, il faut 1 an pour t'habituer. Et 1 an pour, en gros, profiter de ce que tu as appris, quoi. Enfin, profiter du fait que tu sois à l'aise dans le boulot. Et moi, en fait, je suis arrivée et je lui ai dit, je sais pas si je vais rester 1 an ou 2. En fait, je lui ai dit, on reste 6 mois, c'est sûr. Et en fait, le stage d'Étienne, ouais, c'est 6 mois. Donc, soit on se plaît et on valide l'essai et lui aussi arrive à décrocher un boulot à l'Institut Pasteur et on reste. Soit il n'arrive pas à décrocher de boulot ou on se plaît pas et on s'en va. Et du coup, bon, il devait composer aussi avec ça, quoi. Ouais, d'accord. Finalement, vous êtes restés. Ouais, finalement, on est restés. Et à quoi ressemblaient tes journées, en fait, par rapport à ce qu'on peut vivre dans une clinique canine en France classique? En fait, c'était exactement la même chose. C'est marrant quand quand je dis aux gens que j'ai vécu et travaillé au Cambodge, on s'imagine vraiment des trucs un peu dingues, mais en fait, j'avais la même vie que les autres. Enfin, le décor était un peu différent, mais globalement, j'allais le matin au travail, on y va en mobylette, du coup, là-bas. Et puis, j'avais des journées de consultation classiques. J'avais des vaccins, j'avais des injections que je devais faire contre du coup la dirofilariose. J'avais des hospices, en fait, c'était Un une peu de clinique chirurgie? canine. Alors la chirurgie, je la faisais pas. Ah ça, c'était un bonheur fou parce que moi, ça me stressait tellement la chirurgie et pendant 1 an et demi, enfin le temps qu'on y restait, un peu plus d'1 an et demi, j'ai pas fait de chir. Parce que pour le coup, c'était donc mon boss Arnaud, il avait formé un véto khmer, donc un véto cambodgien, à faire de la chirurgie et c'est lui qui faisait toutes les chires. D'accord, Donc OK. du coup, non, je faisais pas de chir. Je Il y a faisais que beaucoup des d'animaux consultes. domestiques là-bas? Il y en a énormément, ouais. Il y a tous les chats. Il y a des chats qui vivent dans la rue, qui sont recueillis par les temples. Donc les chats, c'est vraiment l'animal du quotidien. Donc il y a des chats partout, quoi. Et il y a beaucoup de chiens. Alors il y a des gros chiens de garde et puis il y a les petits chiens, les petits Poméranian, là, les loulous de Poméranie, pour que les nénettes fassent les belles sur Facebook, quoi. Donc D'accord. vraiment il y avait de tout, quoi. Et puis il y avait tous Chien les sac à main. ouais, c'est ça. Et il y avait aussi beaucoup de touristes, australiens, même un peu américains qui passaient en vacances et qui faisaient le détartrage de leurs chiens au Cambodge parce que c'était pas cher, par exemple. Ouais, d'accord, OK. Il y avait tous les expats aussi qui retournaient dans leur pays où il fallait faire pas mal de papiers pour la rage notamment, donc pas mal d'exportations en Allemagne, en France, etc., quoi. Et tu avais quelques animaux qui sortaient de l'ordinaire? Ouais, alors du coup, il y avait quand même pas mal d'animaux qui sortaient de l'ordinaire. On avait beaucoup d'oiseaux parce qu'ils adorent les oiseaux là-bas. Donc on avait des perroquets, des espèces d'énormes perroquets là qui pourraient te croquer un doigt. Donc ça c'était bon, quand moi j'avais ce genre de truc, je le confiais beaucoup quand même à mon boss, mais bon, ça m'est arrivé d'en voir en garde. On avait des singes aussi. Il y avait des gens qui venaient D'accord. avec leurs singes domestiques entre guillemets, hein.
Et puis, qu'est-ce qu'on avait? On avait des cafards aussi. Ça, c'était pas Ça, c'était pas à soigner. non, mais on en avait pas mal quand même. Non, mais voilà, beaucoup, ouais, et puis des petits, je sais pas, j'ai vu un hérisson albinos une fois, enfin, ce genre de truc, trop improbable, quoi, mais ouais, les Khmers, ils aiment bien les petits animaux à collectionner, quoi, donc tu vois, il y a des trucs un peu bizarres parfois. Alors, sur la photo que tu m'as envoyée pour le podcast, c'est un éléphant. Ouais, je me la pète un peu avec ça quand même, parce que en gros, c'est moi qui suis un peu allée chercher ce truc. Je me suis dit: «Mais tant qu'à être au Cambodge, autant, faire un truc un peu fou». Et donc du coup, je rencontre Pierre-Yves qui est français aussi, qui, est un pote de mon patron et qui est un passionné, d'éléphants. Alors lui, à la base, je sais pas comment il a atterri au Cambodge d'ailleurs, c'est des histoires un peu folles, mais du coup, il s'est marié avec une Cambodgienne et il a ouvert tout un tas d'hôtels, de restaurants et tout ça, et il a un hôtel notamment, au Ratanakiri, donc c'est une province du nord, et il y a pas longtemps, il s'est passionné pour les éléphants et il s'est fait une lubie avec ça, et il a créé une association qui recueille les éléphants, parce qu'il y a encore des éléphants qui travaillent, donc les éléphants à la retraite, quoi. Il les recueille et il les fait vivre un peu à l'ancienne, dans la jungle. Donc à l'époque, il avait, je crois, 4 éléphants, mais personne s'en occupait, et moi je lui dis: «Bah, si tu veux, je veux bien aller, un week-end, m'occuper des éléphants», enfin dans le sens où aller les voir, savoir comment ils vont, essayer de faire une espèce de protocole de suivi des éléphants. Et en parallèle, je rencontre, grâce à Étienne à l'Institut Pasteur, un Français aussi, il y avait beaucoup de Français, qui, du coup, était parasitologue et qui me dit: «Ah, mais ça serait trop intéressant de faire une étude, des parasites, dans les selles des éléphants un peu sauvages comme ça, qui vivent, dans la jungle au nord du Cambodge». Donc on s'est tapé de faire un week-end avec Étienne. On a fait 10 heures de bus de nuit au travers le Cambodge. Donc je sais pas comment on a survécu à ce truc, avec des énormes glacières, pour passer du coup le week-end à mesurer les éléphants, à faire à les mesurer. Enfin, j'avais un peu bouquiné, un peu avant pour savoir quoi mesurer chez l'éléphant pour faire un suivi de poids, etc. Quoi, t'as pas appris ça pendant tes études? Non. Je crois que j'ai quand même fait des prises de sang sur ces éléphants, et j'ai ramené des grosses bousses d'éléphants qu'on a tout ramené dans des glacières, et avec 8 heures ou 10 heures de bus après en retour avec nos glacières pleines de bousses d'éléphants et de sang, tout ça pour faire analyser ça à l'Institut Pasteur, quoi. Donc ouais, c'était un peu un petit kiff, mais bon, j'étais pas du tout la plus compétente en la matière, mais voilà, lui, il était content d'avoir une véto qui faisait faire mumuse avec les éléphants, et moi j'étais contente de faire mumuse avec les éléphants. Finalement, c'est une expérience, c'est 1 an et demi, t'en gardes un très, très beau souvenir. Ah ouais, bah j'entends. oui. Oui, oui, non, c'était parfait. C'était vraiment, c'était une expérience inouïe, quoi. Et puis le Cambodge, c'était exactement ce qu'il nous fallait. C'est un pays tellement à la marge du monde occidental que c'était une pause incroyable. Enfin, c'était marrant. On avait, tu sais, on pensait à rien d'autre que à notre quotidien, quoi. On allait au boulot, on avait notre argent, on allait payer notre loyer en cash, en signant avec des empreintes. On devait faire une empreinte de notre doigt en signature, et c'était tout. C'était tout. On n'avait rien d'autre, tu vois. On n'avait aucune contrainte. La vie était pas chère. C'était même moins cher d'aller au resto que de cuisiner. Donc en fait, on allait au resto tous les jours, midi et soir, et on était au soleil. Et les gens nous embêtaient pas. Il y avait zéro stress. C'était la belle vie. Alors, comment ça se fait qu'au bout d'1 an et demi, vous refaites vos valises? Eh ben, on refait nos valises parce que du coup, on a le projet d'avoir un enfant. Je tombe enceinte au Cambodge, et on se dit quand même, parce que alors le Cambodge et la santé, c'est quand même pas ce qui est le plus connecté, quoi. Enfin, le Cambodge, il vaut mieux pas être malade au Cambodge, ça c'est sûr. Et donc du coup, pour info, il faut savoir que quand on accouche au Cambodge, le taux de mortalité à l'accouchement, c'est le même qu'en France dans les années 1920. J'avais lu ça. Ouais, d'accord. Donc quand tu es enceinte au Cambodge, alors tu peux être suivie, il y avait notamment une bonne gynéco française qui était installée là-bas, mais pour accoucher, elle te dit directement, il faut aller en Europe, et au pire du pire, tu vas en Thaïlande, mais tu restes pas là. Ouais, Et d'accord. donc du coup, nous, Là, le côté relax, de votre vie s'échappe un petit peu, quoi. ouais, alors on n'était pas non plus trop stressés, mais on s'était dit voilà, il faut pas accoucher là, quoi. Mais à l'époque, on n'était pas stressés. Quand je repense à ma grossesse là-bas, c'était vraiment, enfin, je vivais ça un peu d'ailleurs avec trop de légèreté, je pense, avec le recul.
on voulait à la fin, je voulais déjà accoucher en Europe et on s'était dit que ça serait bien de se rapprocher de la famille là-bas. Et donc, du coup, on se dit bon, on va peut-être quand même rentrer en Europe. Mais il fallait trouver un boulot et le facteur un peu limitant, c'était Étienne parce que lui, il était content de son travail, il voulait continuer en épidémio et donc il fallait trouver un boulot en Europe qui puisse lui permettre de continuer. Lui commençait déjà un petit peu, pas en avoir marre, mais avoir un peu fait le tour de la recherche. Il avait bossé au Cambodge et il avait bossé aussi sur un projet en Birmanie, donc il avait bien voyagé, c'était chouette, mais il en avait un peu marre de la recherche, donc il voulait un peu autre chose. Et là, du coup, en cherchant, se profilent plusieurs plusieurs endroits où il pouvait postuler, et notamment Paris à l'OIE et Rome à la FAO. Et du coup, on dit bon, Paris, Rome, Paris. Bon, globalement, clairement, on préférait aller à Rome, mais on savait pas si c'était faisable, possible, etc. Et du coup, encore gros coup de bol, pareil, parce qu'on connaissait personne à la FAO. Rentrer à la FAO comme ça, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, surtout sans piston. Et là, pareil, il tombe sur une offre d'emploi. Donc là-bas, tu peux pas postuler directement. Tu dois d'abord postuler pour entrer dans un roster, donc dans un pool de CV. Et ensuite, si ton CV fonctionne sur un poste, c'est à ce moment-là où tu peux rentrer dans le processus de sélection. Donc du coup, il postule pour le roster, il est pris. Et il postule pour ce poste et il finit par être pris. Donc on dit OK, go, on va à Rome. Planète encore. Mais complètement, en vrai, on a eu trop de chance à chaque fois sur plein de trucs. Même le fait qu'on soit resté au Cambodge, c'était vraiment en connaissant des gens qui nous ont fait connaître d'autres gens, qui nous disent mais il y a ce projet-là, et petit à petit, tu vois, les planètes se sont alignées, quoi. Et donc sur l'Italie, toi, tu pars sans poste. Ouais, je pars sans poste. Et sans poste. Ouais, je pars sans poste parce que je suis enceinte aussi. Donc, en fait, déjà, le but, c'est d'accoucher là-bas, de faire mon congé mat là-bas, et puis ensuite d'essayer de trouver un boulot. C'était ça le truc. On s'est toujours dit, OK, on s'expatrie, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on travaille tous les deux. Parce que moi, je veux pas du tout être une femme d'expat, tu vois, c'est vraiment pas du tout dans mon tempérament. Je pense que ça me rendrait folle. Donc du coup, on s'était dit voilà, on va là-bas, j'accouche là-bas, on élève notre enfant là-bas les quelques mois, et quand il s'agit de retrouver un travail, soit j'arrive, soit j'y arrive pas, et si j'y arrive pas, on rentre en France. C'était ça aussi notre force, c'est qu'on savait qu'on pouvait rentrer en France à tout moment. On savait qu'en claquant des doigts, on avait un boulot en France, même si c'était peut-être pas celui de nos rêves, mais on n'était pas à la rue, on a notre famille derrière nous, on avait un peu d'économie. Vous n'étiez pas dans l'insécurité, quoi. Exactement. Donc en fait, on disait c'est pas grave, en fait, on y va, un peu comme au Cambodge, on valide l'essai, c'est bien, on valide pas, tant pis, quoi, on rentre, c'est pas grave. Je sais pas si on l'aurait vécu comme ça, mais en tout cas, c'était ça qu'on se disait, quoi. Donc ça nous rassurait. Et alors comment ça se passe cette arrivée en Italie ? Un peu choc déjà. Je me rappellerai toujours le premier jour où on arrive, mais alors on est rentré en France quand même. On est rentré en France avec, on est parti au Cambodge avec 2 valises, donc on est rentré en France avec 2 valises. On est arrivé du coup chez mes parents dans les Ardennes, on a posé quelques trucs. Ensuite, on a traversé la France pour aller en Bretagne chez Étienne, enfin la famille d'Étienne. Et après, on est allé à Nantes, et de Nantes, on est allé à Rome. Donc ça fait déjà un gros trajet. Et nous, on avait nos portables cambodgiens. On est arrivé en France. Je crois qu'on n'avait même pas de portable en France, du coup pas de numéro. Et on est arrivé en Italie, on avait loué au début un Airbnb. Et quand on est arrivé le premier jour à Rome, je me souviens, on s'est regardé comme de débiles et on s'est dit, mais en fait, on n'a pas de téléphone. En fait, on peut pas appeler la personne du Airbnb. Du coup, en bas de l'immeuble, il y avait une pizzeria, genre cliché. On est rentré, on savait pas parler un mot d'italien. On leur a demandé si on pouvait emprunter leur téléphone pour parler à la personne du Airbnb qui est venue nous dépanner. On est arrivé mais comme des gros bleus, quoi, genre débarqué du Cambodge. Ah oui, il faut un téléphone pour appeler, comment fait-on? Donc ouais, c'était un peu épique. Et puis on est arrivé, je crois, un jeudi. Le lundi, Étienne commençait à la FAO, et moi, ma grosse mission, c'était de trouver un gynéco là-bas. Donc ça a été ça nos premières semaines, quoi. Vraiment, j'ai trouvé un gynéco que j'ai détesté, et du coup j'ai essayé de retrouver un autre gynéco. Et il parle anglais là-bas un petit peu? Alors pas du tout, hein. Si les Français complexent avec leur anglais, les Italiens, c'est non. C'est genre pas du tout. Donc le gynéco, pas d'anglais? Non, mais le gynéco, il était allemand.
Et donc du coup, En fait, tu parles allemand? non, mais il parle anglais parce que les Allemands parlent très bien anglais. Mais je l'ai détesté. Je l'ai haï. Vraiment, il m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit: «C'est pas possible». Et là, gros coup de bol aussi, quand on était au Cambodge, on a rencontré une collègue d'Étienne qui bossait en Thaïlande et elle nous a dit: «Oh, c'est trop marrant, il y a un couple, franco-vénézuélien», donc lui il est français et elle est vénézuélienne, «qui vit en ce moment à Bangkok, qui vont déménager à Rome en même temps que vous et elle est enceinte pareil que moi, au même stade. Donc je te donne son numéro, vous avez qu'à vous contacter». Donc on les connaît pas, on arrive à Rome, moi je tombe sur mon gynéco allemand horrible et que j'aime pas du tout et je me dis: «Bah, c'est pas possible, quoi». Donc je contacte cette nana et je lui dis: «Écoute, c'est où est-ce que tu es suivie? Comment tu fais? Moi j'ai pas un bon feeling avec ce type, donc j'ai besoin de trouver quelqu'un d'autre, quoi». Et du coup, elle me donne le numéro, d'une clinique, enfin le nom d'une clinique. Elle me dit: «Tu as qu'à aller les voir là-bas». Moi, je me suis renseignée, j'aime bien comment ils sont, il y a tel gynéco qui parle anglais, telle sage-femme qui parle anglais, donc tu peux y aller, essayer de voir avec eux. Et donc j'y vais. Je tombe sur une sage-femme adorable qui parle, super bien anglais et qui était vraiment très gentille et qui me dit: «Pas de souci». Elle me dit: «Bah, écoute, tu as qu'à prendre, rendez-vous avec le docteur Sonino et il est super gentil, il parle anglais, donc il pourrait te recevoir». Et donc je prends rendez-vous, je crois pour la semaine d'après ou 10 jours après pour faire une écho comme ça de contrôle et super bon feeling, très bien. Et ça tombe bien parce que le lendemain, j'accouche. Voilà. Surprise. Surprise, surprise. Ça faisait combien de temps qu'on était là-bas? Ça faisait 3 semaines Ouais, qu'on était à d'accord. Rome. Donc pas prévu et en avance. Ouais, à 7 mois et demi de grossesse. Donc gros stress. Mais du coup, Ouais. tout s'est bien goupillé, comme d'habitude. Les planètes se sont réalignées. Exactement. Et oui, on n'a pas dit tout à l'heure, mais effectivement, tu parlais anglais au Cambodge en consultation. Oui, en fait, au Cambodge, ils parlent tous anglais parce qu'il y a personne, alors ils parlent un anglais, cambodgien, mais ce qui me va très bien aussi du coup parce que mon niveau d'anglais était pas terrible non plus. Mais du coup, ils parlent tous anglais et il y a les vieilles, personnes qui parlent français puisque D'accord, bah du oui. coup, les Français, étaient en collaboration avec le Cambodge à une époque. Et pour ceux qui parlaient pas, anglais ni français, en fait, moi j'étais en consultation avec, du coup, ce fameux Veto Khmer qui faisait les chirurgies et qui pendant les consultations était avec moi et en fait faisait la traduction. Oui, Donc d'accord. Donc tu avais pas de problème à te faire comprendre, quoi. non, juste en garde, il était pas là. Donc en garde, pour le coup, il fallait que j'ai quelqu'un qui parle anglais, mais sinon, Google Translate, ça fonctionne très, très bien Oui, avec, d'accord. Tu as avec déjà les personnes. utilisé, Bah, ouais, du coup, il y avait pas mal même de personnes qui parlaient pas khmer, des Chinois mmh, ou des Japonais, et donc du OK, coup, on parlait avec, Google Translate. OK. Bon, sans transition, on retourne en Italie. Donc tu mets au monde, ta fille, tu prends, quelques mois et ensuite, tu as envie de reprendre le travail, c'est ça? Ouais, bah, oui, forcément, parce que moi, je me vois pas, ne pas travailler, quoi. Donc avant déjà de mettre au monde Margot, j'avais quand même pris des cours, enfin j'avais commencé à prendre des cours d'italien. Je m'étais dit: «Il faut déjà que j'apprenne l'italien au final parce que je peux pas travailler», enfin il y avait pas de structure, ni française ni anglaise là-bas. Il fallait, j'avais contacté un type sur LinkedIn, un type au hasard, enfin quasiment quoi, un veto sur LinkedIn et il m'avait dit: «Non, non, en vrai ici il faut vraiment parler italien, tu Mmh. trouveras pas de place ailleurs, quoi». Donc du coup, j'avais commencé à prendre des cours, puis ensuite bon, bah, j'ai été interrompue et après j'ai repris des cours, semi-intensif quoi. En gros, j'avais, 2 fois 2 heures, de cours par semaine et du coup, en quelques semaines, j'étais censée atteindre le niveau, B1 quoi. Enfin un niveau, normalement qui me permettait de travailler. D'accord. Donc du coup, j'ai fait ça et une fois que j'arrivais un peu à la fin du cursus, je me suis dit: «Bon, il faut que j'essaye de trouver un boulot». Sauf que bon, mon niveau d'italien était quand même, moyen parce que j'apprenais l'italien donc j'arrivais un peu à parler mais j'étais très lente, j'avais peu de vocabulaire et puis j'avais pas de vocabulaire trop, médical ou enfin c'était Mmh. un Oui, peu oui, c'est compliqué hyper quoi. spécifique, ouais. Ouais et donc du coup, je me suis dit: «Il faut que je trouve un boulot», je me dis: «L'idéal, ça serait une SPA», tu vois? Un truc comme ça parce que, comme ça, j'ai pas trop de contact avec le public, je fais un peu de chirurgie, de convenance. Je me remets à la chir aussi parce que j'avais pas fait de chirurgie pendant quasiment 2 ans donc du coup, il fallait que je fasse ça, ça serait pas mal
Du coup, je sais pas trop comment ça fonctionne, je connais pas trop les termes et tout, donc je tape vraiment au hasard sur Google plein de trucs. J'envoie des CV un peu partout et j'envoie un CV à une association qui s'occupe des animaux. Donc, je crois comprendre que c'est un peu comme la SPA, mais j'envoie un CV un peu comme ça, quoi, sans vraiment me renseigner. Et la personne me répond et me dit ouais, carrément, on pourrait se voir. Énorme coup de bol aussi, ce type, en fait, ce veto italien est 100% francophone. Genre, Oui. enfin, il parle français complètement. Il a été faire un CES d'orthopédie à Toulouse, donc Oui, d'accord, il connaît très bien il connaît bien le français et le milieu veto français. Donc, plutôt rassurant pour une entrée en matière, quoi. Ouais, carrément. Et là, il me dit, écoute, pourquoi pas, tu pourrais bosser dans cette fameuse association, mais en fait, c'est pas du tout la SPA par contre, donc je lui dis: «Ah bon, mais qu'est-ce que c'est?» Et donc du coup, c'est un truc un peu spécial, c'est un cabinet, veto, ça fonctionne comme un cabinet, donc il y a des chirurgies, il y a des consultations, mais il y a des tarifs spéciaux, pour, les animaux, errants. Et puis, il y a aussi, il y a un côté un peu social, c'est-à-dire que toi, tu peux payer, une cotisation à l'association. Donc chaque année, tu payes une cotisation, je pense, je crois, c'était à peu près 20 € et grâce à ça, tu deviens membre de l'association, ce qui fait que tu as des tarifs préférentiels sur les actes. D'accord. Donc OK. mais bon, du coup, c'était quand même, un boulot, classique, quoi. Et Et du ton coup, là diplôme français, il est accueilli, positivement? alors oui, alors d'abord, il me dit: «Mais par contre, faut que tu fasses reconnaître ton diplôme». Enfin, il est accueilli positivement dans le sens où, là-bas, les vétos français, c'est vu comme des gens hyper compétents, surtout Paris. Enfin, voilà, il y a toujours ce cliché, alforien, qui est pas qui est pas du tout juste, mais en tout cas qui nous sert, en fait, quand même, à Mmh. l'étranger. Parce que tout le monde Oui, connaît, c'est fou ça qu'ils Alfort. savent, ouais, qu'ils sachent, Ouais, qu'il y ait ouais, c'est marrant ça. ouais, vraiment, ça te sert partout. Bah, Alfort, Paris, s'ils connaissent une école, c'est ça, quoi. D'accord. Donc voilà, du coup, ça donne l'illusion que tu fais partie des meilleurs, alors que bon, clairement, on ne sait pas. Et du coup, il me dit: «Ouais, il faut par contre faire reconnaître ton diplôme parce que ça se fait pas en un rien de temps, quoi et ça peut prendre du temps», il me dit. Donc il me dit: «D'abord, fais reconnaître ton diplôme et puis ensuite on en reparle. Enfin, fais reconnaître ton diplôme, inscris-toi à l'ordre et ensuite on en reparle». Je fais: «OK». Je fais: «Comment?» Il me dit: «Bah, vois avec l'ordre». L'ordre des vétos de Rome, des gens adorables, pareil, francophiles à fond. Les Italiens, ils adorent les Français. Ils ont tous appris le français à l'école, donc ils adorent parler avec toi, te dire 3 mots en français, et ils t'aident, Mmh. quoi. Donc ça, c'est chouette. Donc ils me donnent la procédure. En gros, il faut que je fasse un dossier auprès du ministère de la santé, là-bas et en fait, d'abord, je dois, faire traduire officiellement tous mes documents en italien. Et là, pareil, en fait, tout est une question de relation. Quand tu es à l'étranger, tu peux rien faire tout seul. Tu es toujours aidé, il faut que tu demandes de l'aide. Et là, en parallèle, moi, j'avais, rencontré une fille, une psychologue, en fait, francophone, italienne mais francophone. En fait, je l'avais contactée parce que j'avais vu un de ses messages sur Facebook qui, faisait des espèces de groupes de parole pour les femmes d'expats. Parce que quand tu es femme d'expat, il y a quand même, des problématiques, tu sais pas vraiment comment t'intégrer dans une société, parfois tu restes pas très longtemps, tu parles pas forcément la langue et donc du coup, il y avait des espèces de groupes de soutien et elle animait ça. Donc elle avait fait un espèce d'appel sur Facebook. À l'étranger, pareil, il y a beaucoup de choses qui se passent via Facebook. Il y a des groupes, les Français de Rome, les Français en Italie, etc. Des groupes un peu d'entraide, quoi, où tu as des numéros de médecins qui parlent français, enfin plein de bons plans, quoi. Et donc du coup, je vois son message, je m'inscris à son groupe, de parole parce qu'à l'époque, j'étais toute seule avec Margot, je commençais à m'ennuyer, moi pendant qu'Étienne était à séjourner à la FAO et je lui dis: «Bah, ça fera pas de mal, d'avoir des bons plans», tu vois? Et donc je tombe sur cette Italienne adorable, il se trouve qu'il y a que moi ce jour-là au groupe de parole et en fait, elle a mon âge et elle est super cool et on finit par devenir, en fait, copines, quoi. Et donc quand j'ai des problèmes avec l'Italie et la bureaucratie, je l'appelle. Donc du coup, je lui dis: «OK, il faut que je trouve un traducteur assermenté, pour faire, valider mon dossier, donc comment je fais?»
Elle me dit: «Mais c'est très simple. Pour être, traducteur assermenté, il suffit de faire assermenter tes traductions devant le tribunal de je sais pas quoi qui se trouve dans telle rue. Il faut que tu y ailles, du coup, tel jour à telle heure. Il faut que tu y ailles très tôt parce que c'est en fonction c'est en nombre de passages et en fait, tu traduis toi-même tes trucs, enfin tes documents. Tu arrives là-bas, tu dis que tu es traductrice et eux, ils regardent et ils t'assermentent le truc et du coup, tu as tes traductions assermentées. D'accord. Moyennant peut-être, je crois, je devais payer quelque chose, genre un espèce de timbre fiscal, je sais pas. En fonction du nombre de pages, je devais imprimer les pages. Elle me dit: «Par contre, fais gaffe, imprime-les de telle manière, il faut que tu les agrafes de telle manière parce que sinon ils vont refuser ton dossier». Enfin, elle m'avait donné tous les petits détails, tous les petits trucs et donc je traduis le soir mes bulletins de notes, tous mes trucs sur Google, enfin sur Word. Oui. Et avec Google Translate? Google, ouais, un peu. Et du coup, j'imprime tout ça et je me pointe ce jour-là. En plus, je parlais pas très bien italien. Je me dis, ils vont me griller à 2000 et pas du tout. Ils s'en fichaient complètement. J'avais imprimé les bonnes pages dans le bon ordre avec l'agrafe dans le bon sens. Du coup, j'ai assermenté mes traductions. J'ai déposé mon dossier et en fait, ça pouvait prendre 6 mois, je crois, Ah oui. à être assermenté. Et j'ai eu la réponse au bout d'1 mois et demi, 2 mois. J'ai eu vachement de chance. Et donc, du coup, partant de là, je me suis inscrite à l'ordre et du coup, j'ai recontacté ce fameux docteur Albano. D'accord. Et tout ça a pris combien de temps avant d'être officiellement en droit d'exercer sur le sol italien? Je crois que donc on est arrivé quand on est arrivé en octobre et en avril, j'avais mes dossiers. D'accord, donc pas si Ça court va. que ça, quoi. Enfin, ça va parce Ouais. que tu étais enceinte et tout ça, mais Ouais, c'est ça. Mmh. Oui, non, c'est pas si court. Tu peux pas arriver comme ça et vouloir bosser tout de suite, ça c'est clair. Parce que en Italie, tout prend du temps. Ça prend du temps de te faire, de faire assermenter ton diplôme, mais ça prend aussi beaucoup de temps de t'intégrer dans le monde du travail. Les Italiens, on dit qu'ils sont hyper accueillants et très sympathiques, et c'est le cas, mais absolument pas dans le monde du travail. C'est pas du tout un monde D'accord, très friendly. d'accord. Et du coup, ça se passe comment ce poste, ce poste en Italie? Enfin, j'ai oublié le nom du vétérinaire, docteur Albano aussi, voilà. Ça se passe comment avec le docteur Albano? Bah, je bosse pas avec lui parce que le docteur Albano, lui, il a 2 structures. Il a une grosse clinique et cette fameuse association qu'en fait, c'est un peu son cabinet, et le cabinet envoie des cas à la clinique. Donc en gros, nous, on est un peu son petit cabinet d'avant-garde. Et en fait, là-bas, dans le cabinet, il y a 3 vétos, dont un qui en a marre de bosser là-bas. Donc moi, il me dit: «À la limite, tu pourrais remplacer celui-là. Mais d'abord, il faut que tu viennes bosser un petit peu, que tu apprennes un peu comment ça fonctionne, que tu fasses tes preuves». Il faut vraiment beaucoup faire ses preuves en Italie. Genre, il t'accueille pas du tout les bras ouverts et il te dit: «D'abord, tu fais tes preuves et puis ensuite, si ça marche, tu auras un poste là-bas». Et sachant que là-bas, tu es pas salarié, donc tu es libéral. D'accord. Donc en parallèle, pareil, je dois ouvrir là-bas, ils disent partita IVA, mais du coup, c'est un numéro de SIRET. Je dois trouver un comptable. Ah oui, Je d'accord, dois oui, c'est faire. comme un collab libre, quoi, sur un Ouais, statut là-bas. Mmh. exactement. Et donc le type me dit, par contre, voilà, en fait, toi, après, tu auras des créneaux de consultation. Donc c'était des créneaux de 9h à 13h et ensuite de 16h à 21h. Et entre 13h et 16h, vous faites des chirurgies. Et il me dit, en fait, chaque consultation que tu fais, tu gardes les factures et donc à la fin, à la fin du mois, tu me dis combien tu as Rentrée. collecté, et voilà. Et moi, je te donne en fonction, un pourcentage. Je crois que c'était un pourcentage qui me Et donnait en fonction. ça, par rapport au salaire français, par exemple, à la convention collective, tu te retrouves à avoir un salaire correct ou? Bah alors au début pas du tout, en plus, parce qu'au début, il me fait bosser pas beaucoup. Et d'ailleurs, il me dit au début: «Bah, c'est comme ça que ça va fonctionner». Mais je lui dis: «Bah, attends, OK, mais moi je vais pas bosser beaucoup». Mais en fait, pour pas bosser beaucoup, il faut quand même que je mette Margot à la crèche qui Oui, me coûte tant. Donc je lui dis: «En fait, moi en dessous de 1 200 €, en fait, c'est pas rentable pour c'est moi pas de rentable, bosser. ouais. Donc il faut que tu m'assures un salaire fixe». J'arrive à négocier ça, et là, mes collègues, italiens qui ont su ça, ils sont devenus fous, quoi. Ils m'ont dit: «Mais quoi? Mais comment ça? Mais c'est pas juste, nous, on a fait notre trou ici, on a dû gagner notre clientèle, pourquoi tu as le droit à ça?» Bah, parce que j'ai Et bien négocié. exactement. Et puis C'est alors c'est voilà. le jeu. Ouais, c'est ça. Et donc c'est peut-être la seule fois dans ma vie où j'ai réussi à négocier, mais je leur ai dit: «Mais en fait, les gars, c'est soit ça, soit rien, donc c'est comme ça». Et puis
t'es une femme en Italie, t'es une jeune femme en Italie, ça marche bien avec, enfin dans certains cas, ça peut beaucoup aider quoi, du coup, clairement. C'est triste, mais bon. Ouais, c'est un peu triste et en même temps, ouais, c'est pour le coup, c'est un gros avantage quoi. Tu sais, pour une fois qu'on peut jouer de ce statut, Oui, c'est sûr. j'en ai On n'a profité. pas toujours, on a plus tous les inconvénients, donc tu as bien raison. Donc du coup, j'ai eu ce salaire minimum et après petit à petit en plus en fait, moi, j'arrivais et donc je prenais la place de ce véto qui avait sa part. Mais si tu veux, les 2 autres vétos, quand il est parti, ils m'ont dit: «Ben, en fait, tu vas faire les chires, mais comme tu sais pas bien les faire ou que tu sais pas les faire aussi vite que nous ou que tu te remets un peu dans le bain, eh ben, en fait, on va faire les chires ensemble et je vais prendre la moitié des chires». Donc en fait, ils essayaient un peu de grappiller leur part. Ce qui fait que, bon, petit à petit, j'ai réussi à faire mon trou et leur dire, «Bah non les gars, ce que je fais, je gagne et c'est 100 parce que voilà». Mais à la fin, j'arrivais, difficilement, je me rappelle plus exactement, mais je crois que ouais, quand j'ai atteint une fois 2 000 €, j'étais trop contente. Sur un temps plein? Sur un temps plein, ouais. Ouais. Sachant que c'est des horaires, pourris parce que tu vois, par exemple, quand je faisais, 16h-21h, je partais à 15h de chez moi, j'arrivais à 22h chez moi, ma fille était couchée. Le lendemain, je faisais 9h-16h, ce qui fait que je la voyais pas, en fait, avant le lendemain, soir. Je partais un matin, Ouais. enfin, elle partait le matin, moi je partais le midi et puis je la revoyais pas le lendemain, quoi. Je travaillais les dimanches, toute la journée parfois. J'avais vraiment des horaires, pénibles, Ouais, quoi. mais sans le confort finalement, ou l'équilibre, vie pro, vie perso, Bah, ouais, absolument pas, ouais. absolument pas. Oui, c'est ce qu'on entend, hein, sur l'Italie, souvent sur l'Espagne, mais c'est vrai que d'avoir des chiffres, ça permet de mieux se rendre compte. Ouais, les gens me disaient d'ailleurs: «Mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Pourquoi tu bosses là? C'est tellement mieux en France», et je lui dis: «Bah oui, c'est vrai, mais bon, à côté de ça, il y a d'autres choses. On est là pour d'autres raisons» et puis, Étienne, au niveau professionnel, c'était super. Mais il y avait pas que ça, en fait, c'était aussi le fait de vivre à l'étranger, Oui, tu m'as écrit en préparant que Rome, c'était un lieu qui comptait beaucoup pour toi. Ouais, bah, déjà, j'ai eu ma fille là-bas, donc ça a été quand même, un coup de cœur. Enfin, ça a été, un endroit qui a eu une résonance particulière. Ensuite, j'ai appris l'italien, c'est une langue que j'ai adorée. Moi, je suis pas très bonne en langue, j'ai fait tellement d'années d'anglais et je suis toujours nulle et hyper complexée en anglais. Mais l'italien, j'ai eu un coup de cœur pour cette langue et j'adore parler. J'entends parfois parler italien, ça me fait sourire, quoi, ça me rend heureuse. Donc voilà et puis j'adore les Italiens, ils sont complètement tarés, et du coup j'adore ça. J'adorais le bordel qu'il y avait à Rome, le bruit qu'il y avait, les vétos, ils étaient fous, ils étaient complètement tarés. Je me souviens d'une fois, j'étais en train d'opérer une chatte et j'étais avec un véto qui était napolitain, donc c'était vraiment genre le summum de la folie, quoi. Clairement, enfin d'ailleurs en Italie, ils disent que les napolitains, c'est comme les Marseillais en France, mais clairement c'est pire, je pense. Et le type avait pété un plomb parce que l'ASV avait mal rempli je ne sais pas quoi. Il arrive dans ma petite salle de chir qui était toute minus et là il commence à hurler, hurler: «Mais ça va pas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Enfin avec toutes les insultes, les injures et tout ce que tu peux savoir. Il commence à balancer, il avait un carnet à la main où marquaient les analyses, il commence à balancer ça dans la salle alors qu'il y avait mon chat ouvert. Il commence à retourner, les les instruments de chir et moi je le regardais et je rigolais, quoi. Je me dis: «Mais c'est vraiment la commedia dell'arte, quoi. C'est une blague, c'est un sketch. Genre, tu fais vraiment l'italien, quoi». Il était là: «Mais pas du tout, c'est n'importe quoi» et puis, bah, voilà, une demi-heure après, il se prenait dans les bras: je t'adore, tu es la meilleure assistante au monde», enfin, c'est n'importe quoi, tu vois? Je les regardais en me marrant de loin, quoi. Je me disais: «Mais ils sont vraiment tarés, quoi». Cette espèce de truc un peu extrême, un peu intense, ça te plaisait, quoi. Ouais, parce que je trouvais ça drôle, quoi. Je trouvais ça et puis, ouais, là-bas, c'est vraiment le bazar et du coup, ça me plaisait, parce qu'on retrouvait un peu ce côté bazar et bordélique du Cambodge, quoi et puis, ouais, ils sont attachants, quoi. Ils sont un peu foufous. Bon et là, on arrive, en 2020, là. On arrive, Ouais près du Covid. et oui, le Covid. Ah bah, ouais, le Covid, du coup, qui a commencé en Italie, mais bon, à Milan, nous, on a vu ça un peu de loin. Que oui, vous avez été confinés avant nous, je pense. Ouais, c'est ça. Avant vous, ouais, c'était marrant parce que je me souviens la première fois qu'on a vu ça donc on avait vu le truc arriver à Milan, mais nous, on était loin, hein, tu vois?
On voyait vraiment ça de loin et puis ils commencent à nous dire qu'on va être confinés. Je me souviens, on avait des galères de crèche et là enfin, on pouvait, on avait des galères de crèche surtout parce que c'était le début et que Margot elle était tout le temps malade et donc du coup, on était un peu dans une zone rouge et là, on venait un peu de se stabiliser. On se dit: «Ah chouette, c'est cool, là tout roule, genre, ça se passe bien la crèche, moi ça se passe bien au boulot, Étienne ça se passe bien, c'est cool». Et là, on voit crèche fermée tout fermé, dont la crèche du coup fermée pendant 3 semaines. Et là, on se dit mais comment on va faire? Ça nous a paru le bout du monde. Alors que bon, du coup, ça a été fermé bien plus de 3 semaines, clairement. Qui l'eût cru? Mais ouais, on a été confinés plus tôt. Après, donc là, tout s'est arrêté aussi comme en France. Tu travaillais plus. Moi, je travaillais du coup parce qu'on était, nous, on était. Alors, on n'a peut-être pas travaillé. J'ai peut-être pas travaillé pendant 15 jours, le temps qu'on se retourne, qu'on sache comment on allait faire. Après, il a été décidé que les assistantes ne travaillaient pas et que du coup, on ferait des horaires un peu réduits et qu'on serait tout le temps à 2 vétos parce qu'à la base, on n'était jamais ensemble. En fait, il y en a un qui faisait les consultations du matin, on se retrouvait à 2 pour faire les chiens entre midi et 2 et après, la deuxième personne faisait les consultations de l'après-midi. D'accord. Donc, on se croisait pas souvent. Et là, on s'était dit, bon, on va faire les créneaux tout le temps à 2, comme ça, il y en a un qui fera plus ou moins l'assistant et l'autre les consulte, et puis on gérera ça comme ça. Donc moi, j'allais au boulot. Étienne travaillait de la cuisine et du coup, ouais. Et puis du coup, il s'occupait de Margot. Donc c'était un peu compliqué pour lui parce qu'il bossait quasiment pas. Et ensuite, il bossait beaucoup le soir, quoi. Je me souviens, il bossait entre 21h et 2h du matin. En bas âge, c'est pas possible. Ouais, c'était pas possible. Donc, il bossait pendant ses siestes et le soir, jusqu'à tard, quoi. Jusqu'à 2h du matin. Pas très cool, cette période-là. Non, pas du tout. Est-ce que ça a contribué à conditionner votre retour en France ou ça n'a rien à voir? Ah non, complètement, ça a contribué à ça. Il y a eu plein de choses. Il y a eu le fait que, j'avais pas un équilibre vie pro, vie perso très, très bon. Je gagnais pas très bien ma vie non plus. Et puis il y a eu ce truc du Covid. Alors, on l'a pas si mal vécu. Enfin, moi, je l'ai pas si mal vécu que ça parce que finalement, je travaillais, je sortais, j'avais en plus Rome pour moi toute seule, quoi, parce qu'il y avait personne. Il y avait eu des phases en fait où les restos et notamment les cafés du coup refonctionnaient parce qu'on pouvait être dehors en terrasse. Donc il y a eu quand même, je pense qu'on l'a moins mal vécu qu'en France, je pense. Mais oui, du coup, Étienne, depuis ce moment-là, en fait, a été en télétravail et travaillait dans notre petite cuisine, quoi. Ouais, donc des conditions compliquées avec un enfant. C'est ça. Et puis en fait, et puis après, ça s'est un petit peu calmé, mais si tu veux, on s'est dit, ok, en fait, on aimerait bien construire quelque chose et financièrement, puis même au niveau législatif, enfin pas législatif, mais disons au niveau de la paperasse administrative. Voilà, c'est un peu compliqué. En Italie, tout est compliqué, très très compliqué. Si on dit que la France c'est un pays d'administration, l'Italie c'est 1000 fois pire et 1000 fois moins bien organisé. Donc c'est vraiment l'enfer. Je crois que même les Italiens ils savent pas comment ça fonctionne vraiment. Ouais, d'accord. Donc du coup s'installer là-bas, ne serait-ce que je sais pas moi, acheter une maison. C'était pas possible. Avoir un deuxième enfant là-bas, sans la famille, sans de l'aide, c'était pas possible. Et puis, Étienne, il travaillait à Rome, mais dans la cuisine. Donc, en fait, on s'est dit, mais à ce compte-là, pourquoi pas travailler en France, en Bretagne, par exemple, où on a dit toujours qu'on retournerait vivre pour créer notre famille. Et puis, au moins, on sera proche des amis, proche de la famille. Et puis on verra bien après, quoi. Donc, finalement, vous prenez la décision de rentrer en France et la Bretagne s'impose. Ouais, la Bretagne s'impose tout de suite. Il y a que ça de toute manière. Déjà, il y a la famille d'Étienne là-bas. Moi, j'ai toujours adoré la Bretagne. C'était vraiment ma région préférée. On y allait tout le temps en vacances quand j'étais petite. Donc, j'avais dit depuis toute petite à mes parents, je vivrai en Bretagne. Et en fait, j'aime tellement Rome et je trouve que c'est tellement la ville parfaite pour élever ses enfants, je trouve que c'est la plus belle ville. Ça me fait marrer parce qu'il y avait toujours, avec les Italiens, il y avait toujours ce concours de mais non, c'est la France la meilleure, mais non, c'est l'Italie la meilleure. Et les Italiens, ils disaient toujours mais non, mais Rome, c'est la plus belle ville du monde. Et je me moquais d'eux, tu vois, parce qu'ils connaissent pas grand-chose en dehors de l'Italie, il faut être honnête. Et du coup, maintenant, je suis d'accord avec eux. Enfin, peut-être pas la plus belle ville du monde, quoique, tu vois. Franchement, je trouve que c'est vraiment la meilleure ville, en tout cas occidentale, pour vivre avec ses enfants. Et en fait, je me suis dit, si on part de Rome, je ne trouverai jamais
une ville qui me tente autant, en Occident en tout cas. Et du coup, j'ai dit quitte à pas aller en ville, autant aller dans l'autre endroit qui me fait rêver, la mer. Donc on va au bord de la mer. Donc c'est là où on a débarqué à Lannion. Donc de nouveau une recherche de poste de ton côté. Ouais, mais bon là c'était facile. Je savais que La conjoncture était bien meilleure que quand t'as quitté l'école. Ouais, En carrément. plus veto expérimenté, alors là, tapis rouge. Ouais, non, je sais pas, mais non, c'était un peu facile. Et puis, on savait qu'il y avait du boulot. Et puis en plus, nous, on est très très prévoyants. Donc je me souviens qu'on a déménagé en avril et en août de l'année d'avant, on avait déjà ce projet-là. On était venus en vacances visiter la famille d'Étienne et moi j'avais fait le tour des cliniques avec mon CV et je leur avais dit je vais travailler ici l'année prochaine à telle date. Est-ce que vous avez de la place? Je me souviens, il y avait une véto qui m'avait dit non mais tu sais Lannion c'est pas Rome hein. J'ai dit oui je sais. Elle m'a dit non mais à mon avis tu vas pas te plaire hein. Je dis, non mais je viens des Ardennes donc la campagne ça je comprends je sais tu vois je vois où je mets les pieds quoi. Donc voilà. Et du coup, je m'étais pseudo-engagée pour une clinique et au dernier moment, je suis allée dans un autre cabinet. C'est la première fois de ma vie où j'ai fait un petit peu un coup bas à mes patrons. Enfin, qui n'ont pas été tes patrons, du coup. Voilà. S'ils t'entendent. Désolée. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu optes pour autre chose? Pourquoi tu choisis ce cabinet-là? Parce que en fait complètement par hasard, je tombe devant ce cabinet en allant dans notre nouvelle location. En fait, j'étais pas passée devant ce cabinet pendant ma tournée là des Grands-Ducs et je tombe devant ce cabinet et je me dis dans ma tête si ça fonctionne pas avec l'autre cabinet, en fait je vois 2 autres cabinets que j'avais pas vus. Donc je dis si ça fonctionne pas avec la grande clinique, j'aurai encore 2 personnes à voir. Et en fait, je commençais peut-être à sentir que ça allait pas le faire parce que l'autre clinique, c'était un peu comme la clinique des Vosges. C'était une clinique qui tournait à fond, où tu avais des horaires pas possibles, genre de clinique où tu finis d'ailleurs les vétos m'avaient dit ça, ils m'avaient dit: «Non, on finit à 19h en théorie, mais en fait 21h en vrai» et du coup, c'était trop bien pendant le Covid parce que pour une fois, on finissait à 19h30, 20h. En fait, moi, je revenais en France pour avoir une vie de famille. Oui. Donc ils me disent ça, je fais: «Ah, super». Ça me tente pas des masses, quoi. En plus, c'était un couple, un patron, les patrons étaient en couple et donc du coup, ils cherchaient carrément une salariée pour se faire, des vacances à fond et tout. Donc j'allais me retrouver, plus ou moins seule, avec une autre salariée, mais à tenir la barre, dans une région hyper touristique, où il y a pas mal de monde l'été et en fait, je sentais cette angoisse de retourner dans un truc, dans une espèce de machine qui tournait à fond, où les gens étaient hyper exigeants, où j'allais faire des horaires de fou et j'avais un peu l'angoisse et donc je vois ces 2 cabinets, je m'arrête pas et puis je vais sur Veto Job, je regarde les annonces comme ça parce que j'avais fait un peu du démarchage mais il y avait pas vraiment d'annonces, en Bretagne. Ils m'avaient tous dit en gros: «Tu viens quand tu veux. Il y a pas d'annonce mais il y a toujours de la place». Et là, je tombe sur l'annonce d'un des 2 cabinets et je me dis: «Ah, c'est marrant, eux, ils cherchent pour le coup» et là, je me rends compte que c'est petit cabinet, donc moins de pression, c'est cool. Une jeune véto, et là, elle propose, quelque chose d'hyper ouvert, temps partiel ou temps plein, garde négociable, elle te dit que le salaire est négociable, elle te dit que tu finis à 18h30, que tu travailles pas le mercredi après-midi, que tu travailles pas le samedi après-midi, hyper kid friendly, tu vois? Et là, je me dis, ça vaut quand même le coup, je pense, de la rencontrer, juste pour voir, quoi. Et en fait, je la rencontre et en fait, ça matche super bien, quoi. Donc là, je me retrouve devant un dilemme parce que je m'étais plus ou moins engagée, j'avais rien signé, mais je m'étais un peu engagée auprès des autres et je me rends compte que, l'autre poste me convient, mais 1000 fois mieux, quoi. Oui, donc pas de regret. Ouais, non. Je regarde sur mon petit pense-bête si j'ai oublié des trucs. Ah ce CES d'hématobioche, c'est quand même pas très courant. Du coup, ce CES d'hématobioche, j'ai pas compris quand tu l'avais fait. J'ai cru comprendre qu'il y avait du 2015, du plus récent, Ouais, ça a été l'épopée. Je voulais un truc qui change, je voulais faire quelque chose d'autre et du coup, je m'étais inscrite à ce CES d'hématobioche. Il y avait 2 ans de liste d'attente. Du coup, ça nous mène au Cambodge. Donc ils m'appellent, je suis au Cambodge. Du coup, je leur dis non parce qu'en fait, il faut être 3 semaines en présentiel
plus une semaine de TD en présentiel et puis après les examens, quoi. Ah d'accord. Donc je leur dis non une première fois. Ils me disent: «OK, en fait, tu as 2 chances. Donc au bout du deuxième refus, par contre, on te retire du pool d'étudiants, qui peuvent accéder à ce CES». Donc la première fois, je leur dis non parce que je suis au Cambodge. La deuxième fois, ils me rappellent et je leur dis, non, de nouveau parce que je suis au Cambodge et que je suis enceinte et que je vais aller en Italie, donc c'est pas possible. Oui, d'accord. Et là, ils me disent: «Bon, bah, désolé, mais on te retire de la liste d'attente». Donc je suis OK avec ça, j'ai pas le choix et en fait, ils me renvoient un mail quelques semaines après en me disant: «Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on t'a prévenu trop tard, hein, par rapport, aux dates et donc tu aurais pas pu t'organiser pour faire ce CES. Donc en fait, on te laisse une troisième chance. Donc on te rappelle l'année prochaine». Donc ils me rappellent l'année d'après, je suis en Italie, mais du coup, je dis: «OK cette fois-ci» et je m'organise pour partir, donc c'est 3 fois une semaine. Donc je pars la première semaine en, janvier 2020 Ah oui, d'accord. et du coup, je fais In ma première semaine. extremis. Voilà et ma deuxième semaine arrive et là, à l'époque, l'Italie, ça commence à chauffer, mais pas trop la France et je me souviens, j'envoie un message à Cathy Trumel, là, qui s'occupe du CES et je lui dis: «Mais en fait, moi, je suis en Italie, donc moi, je veux bien venir à Toulouse, mais en vrai, nous, on est en plein Covid, vous y êtes pas, mais bientôt, je pense et en fait, j'ai peur d'être bloquée en France et de pas pouvoir revenir en Italie». Donc du coup, je sais pas quoi faire. Au début, elle me dit: «Bah, écoute, non, il faut que tu viennes, tu pas Ouais, le parce choix, qu'à ce si». moment-là, cette situation de fermer les frontières n'existe pas Mais oui, dans nos têtes, en fait. c'est ça. Donc elle me dit: «Bah, non, tu pas le choix, tu dois venir et tout». Donc je me tâte, je me dis: «Bon, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas» et puis au dernier moment, je lui dis: «Bah, non, en fait, je peux vraiment pas venir. Je suis sûre que je pourrais pas revenir». Donc elle me dit: «D'accord». Enfin, elle me dit: «D'accord», elle me dit: «Bah, désolée, mais du coup, tu sors du truc» et puis en fait, quelques jours après, parce qu'il y avait d'autres personnes aussi en France qui avaient peur de pas revenir, je crois, dans leur région, il y avait un truc comme ça. Enfin, il y avait plein de gens qui commençaient un peu à se désister et puis du coup, elle envoie un message commun en disant: «Bah, non, finalement, c'est trop compliqué avec le Covid, donc on met en stand-by, le CES». Ah Donc d'accord. le CES est mis en stand-by, je pense, 1 an. Ensuite, on décide de reprendre, mais en visio. Donc on fait la deuxième semaine en visio, la troisième semaine en visio. Ensuite, on arrive à se revoir pour la semaine des TD quand même. Et puis après, l'examen, peut être fait en septembre, voilà, de cette année-là. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis enceinte de ma deuxième fille et donc j'ai pas très envie de faire de l'avion et de partir, à l'autre bout de la France, surtout avec l'antécédent de Margot, de l'accouchement prématuré. Du coup, je fais mon examen l'année d'après, en été, en juin. 2000 quoi? Là, on est en 2022. 2022, voilà. Ouais. Et donc voilà et ensuite je dois faire un stage de 3 semaines pour valider ce CES, un stage en labo que je traîne un peu à faire et que je viens de finir. Pas mal, donc 2015-2023, c'est CES Exactement, d'hématologie et ça t'a exactement. plu? Ah ouais, c'était sympa. Non, ouais, c'était cool, mais en fait, je l'ai fait déjà parce que ça me plaisait, mais c'est aussi un peu stratégique. C'est qu'on a on n'est pas contre l'idée un jour de repartir en expatriation et si on devait repartir en expatriation, l'idée, ça serait de partir dans un endroit qui compte un peu pour nous parce que s'expatrier sans enfant et avec enfant, c'est pas tout à fait la même chose et en fait, ce qui nous a fait aussi partir de l'Italie, c'est qu'on voulait un peu, être dans un endroit, où nos enfants pourraient s'ancrer, en fait et donc la Bretagne, c'est un endroit où on peut s'ancrer puisqu'il y a un peu les racines, là-bas. Mais si on devait repartir, ça serait sûrement pour la Thaïlande, pour pouvoir les ancrer Mmh. dans la culture thaï et en Thaïlande, pour le coup, c'est quasiment impossible, voire clairement impossible pour moi de bosser en tant que praticienne, parce que c'est un pays très, très fermé, à l'expatriation, en tout cas sur le milieu, véto. Ils s'attendent clairement pas après les Européens, pour avoir des vétos compétents et donc si je veux être véto là-bas, je crois que je dois repasser des examens, véto en thaï, ce qui est pas Ah tout à fait la oui, même chose ouais, qu'en ce qui est un italien. peu compliqué. Ouais, tout à fait et donc du coup l'idée ça serait l'idée c'était d'avoir un CES d'hémato-bioche pour pouvoir avoir une carte à jouer, notamment, IDEX qui est à Bangkok.
D'accord, si Dex entend Anne-Sophie. Voilà. Visiblement, le bouche à oreille a quand même vachement bien marché dans ta carrière, donc il est possible que j'envoie un petit CV à IDEX Bangkok prochainement, on ne sait jamais. Impeccable. Bah non, mais tu vois, tu réponds, j'allais te demander ce qu'on pouvait vous souhaiter pour la suite et si vous comptiez repartir à l'étranger, donc tu viens de répondre à ma question. Ouais, on est toujours en quête d'éternel projet, on s'est rendu compte de ça, quoi. Donc là, ouais, et éventuellement un projet expatriation, mais bon après, tu vois, d'un côté on se dit on est un peu bête parce qu'on est tellement bien ici, la qualité de vie est incroyable, on a une maison qu'on adore, on a notre famille, nos amis, et puis aussi les parents d'Étienne qui nous aident beaucoup, mais qui prennent aussi un peu d'âge, et on se dit c'est quand même très bête de partir quand ils vont peut-être avoir besoin de nous. Donc c'est pas du tout vraiment encore décidé cette histoire. Mais disons que c'est un peu un truc qui nous titille, quoi. Donc je pense qu'un jour ça se fera, mais je sais pas si on doit le faire quand les filles sont jeunes, quand les parents d'Étienne sont encore bien, ou après. En fait, on n'a pas encore trouvé comment faire. On n'a pas trouvé non plus le modèle économique, parce que du coup, je pense qu'on serait pas prêt à quitter toute notre vie en France ici, notamment la maison, et donc assurer 2 vies avec l'éducation et la santé à payer à l'étranger. En fait, on paye notre vie quand on vit à l'étranger, clairement. C'est déjà les 2 premières années, on perd de l'argent, et ensuite on arrive peut-être un peu à économiser. En tout cas, au Cambodge, on a un peu économisé, mais en Italie, on était un peu à l'équilibre, hein. Tu payes ton expatriation, c'est clair. Ouais, d'accord. Bon, j'enchaîne sur une question qui intéressera sûrement les auditeurs. C'est qu'est-ce que tu dirais aux confrères et aux consoeurs qui ont envie d'exercer à l'étranger, qui ont vraiment une envie comme toi, un peu viscérale, puisque tu me l'as écrit, de voyager? D'y aller en vrai, surtout en plus quand il y a pas d'enfants ou de famille, en fait, il y a rien à perdre, quoi. Il y a que à gagner, surtout en ce moment où la conjoncture est tellement bonne qu'en fait, il y aura toujours de la place en France. Donc en fait, partir, c'est pas forcément rester, quoi, mais c'est partir, essayer, et puis au pire, il se passe quoi? On rentre en France, et puis on trouve un boulot, et puis si c'est pas le boulot de nos rêves, on reste un petit peu histoire de se refaire, et puis on retrouve le boulot de nos rêves. Mais en vrai, il faut juste essayer. C'est ça la beauté de ce métier, quand même, c'est que ça soit au Cambodge ou en Italie, j'ai fait exactement le même boulot. Il y avait exactement les mêmes choses. Alors tu apprends 2-3 trucs en plus. J'ai vu la maladie de Carré en vrai au Cambodge, tu vois? Des trucs comme ça, mais en vrai, c'est la même chose. C'est exactement la même chose partout. Donc non, il faut y aller, hein. C'est marrant. Oui, la manière hyper spontanée dont tu le racontes, effectivement, ça donne très envie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, quelque chose qu'on aurait oublié? Non, je crois pas. Je crois qu'on a tout dit. Alors si il y a des personnes qui veulent te contacter, puisque une fois encore ton parcours démontre que c'est comme ça qu'aussi que les choses avancent, c'est quand on fait du bouche à oreille, qu'on discute, etc. Où est-ce que les confrères et les consoeurs peuvent te contacter? Ils peuvent me contacter par mail. Je suis sur LinkedIn, mais en fait, je regarde pas beaucoup. Et puis, de temps en temps, j'essaye de faire des cures de désintox des réseaux sociaux. Donc, du coup, par mail, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Impeccable. Du coup, je vais redonner ton mail à l'oral puisque j'aime pas trop le mettre dans les commentaires. Ok. Donc, c'est dr.vet.richard@gmail.com. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Ouais, non, c'est ça, c'est parfait. Bon, Mais ce que je voulais dire c'est que j'ai aussi hésité à faire ce podcast, parce qu'en fait, mon parcours, c'est vrai, est un peu atypique, mais en vrai, et c'est ça qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'il y a pas de mode d'emploi. Même Étienne, il est souvent contacté par des jeunes vétos, même en ISPV, ou qui ont fait un doctorat en épidémio, et qui lui disent: «Mais comment tu as fait, pour bosser au Cambodge, pour bosser à Rome?» Enfin, les gens, ils sont hyper étonnés, et parfois ils le regardent ou ils l'appellent avec des étoiles dans les yeux. Mais en fait, ça a été tellement un concours de circonstances, des rencontres, et c'est ça qui est beau à l'étranger, c'est que, comme je te disais, on peut rien faire tout seul. Donc en fait, tu es obligé de parler à des gens, tu es obligé de t'aider, et une entraide et un bouche à oreille qui se fait de manière hyper spontanée, surtout si tu es ouvert et que tu es poli et respectueux. Les gens, en fait, t'aiment bien, et donc du coup t'aident. Et donc, bien sûr, les gens peuvent me contacter pour discuter ou quoi que ce soit, mais en vrai, c'est que du bol, quoi. C'est des rencontres, du bol, et une petite étoile, quoi. Voilà. Ouais, non, mais de toute façon, dans les parcours, là, les personnes que j'ai interviewées, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, en fait. On s'aperçoit qu'une vie professionnelle, c'est un parcours où on rencontre quelqu'un qui va nous faire penser à ça ou qui va nous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Finalement, c'est quelque chose d'assez fréquent. Je crois que c'est comme ça que se construit la vie professionnelle, hein.
Ouais, et du coup, c'est pour ça, il faut pas avoir peur, en fait, rien, n'est impossible ou inatteignable, enfin, en fait, il faut juste essayer, essayer de trouver des pistes, tomber au bon moment, au bon endroit et en fait, il y a tout est possible, quoi, donc c'est ça qui est chouette et ce métier-là est quand même une preuve que tu peux faire ça, enfin, c'est universel, quoi, donc c'est une grande chance. Bon, tout est possible, c'est universel, c'est un chouette mot de la fin. Si ça te va. Ça Merci marche. beaucoup Anne-Sophie pour ce riche parcours de praticienne canine en France, à l'étranger. En tout cas, je pense que ça parlera à toutes les personnes qui ont envie de dépasser les frontières, parce que tu nous as démontré qu'on pouvait franchir les barrières de la langue, de la culture, des espèces, de la maternité. Je garderai un très bon souvenir de notre échange et je suis persuadée que nos auditeurs aussi. Je vois que la nuit est tombée, parce Ouais, qu'effectivement, il est tard, on a couché nos enfants, on a fait ça juste après, donc c'est l'heure d'aller nous coucher. Merci beaucoup et à bientôt. à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.